Voilà, j'ai pas de présentation diapo. Alors, peut-être que la première raison, c'est qu'on n'a pas de résultat, puisque comme l'a dit l'intervenante précédente, hein, les temporalités de nos disciplines ne sont pas tout à fait synchronisées avec les temporalités scientifiques des sciences, on va dire, naturelles et des temporalités de l'actualité politique. Donc on a besoin peut-être de plus de recul, plus de temps pour analyser un petit peu la situation d'un point de vue éthique et épistémologique. Donc ceci étant dit, je vais vous faire un peu on va dire un panorama des questions qui se posent et des axes de recherche que l'on souhaite développer dans le contexte actuel de la pandémie Covid-19. Voilà. Alors bon, d'un point de vue éthique, les questions se posent sur la question pandémique hein, en général, hein, sur les maladies infectieuses en général, de façon assez saillante depuis 2003, avec évidemment l'émergence donc des épidémies en Chine en 2003, puis les résurgences du virus H5N1 à partir de 2004 et H1N1 en 2009. Donc à partir de 2003, on va dire, on a commencé à voir apparaître des guidelines, des publications, des rapports, soit de centres de bioéthique, soit d'institutions internationales. Donc je vous en cite quelques-unes. Hein. Par exemple, l'OMS, hein, en 2006, a animé un groupe de travail éthique et pandémie hein, qui traite. Alors bon, les sujets sont un peu redondants, hein, c'est un peu toujours les mêmes, et ils reviennent aujourd'hui aussi. C'est des questions qui traitent de la mise en place de priorités et d'équité dans l'accès aux mesures, hein, voilà, notamment en contexte de restriction des ressources. Hein. On voit très bien aujourd'hui, par exemple, sur la question des masques ou la question des tests, hein, quels sont les critères de priorisation et quels sont les critères d'équité dans un contexte contraint en termes de ressources. Voilà, est-ce qu'il y a des populations qui seront plus vulnérables que d'autres vis-à-vis des mesures. Donc ça, c'est des premières séries d'enjeux éthiques qui sont très importants. Hein, la question du tri, des priorités et de l'équité dans l'accès aux mesures. Une deuxième, donc toujours pointée par ce groupe de travail de l'OMS, mais qui est un peu aussi récurrent dans l'ensemble des guides hein, que l'on peut voir apparaître sur les questions éthiques et pandémie, c'est les enjeux éthiques des mesures d'isolation, de quarantaine, de distanciation sociale, qui là pose des questions aussi par rapport au public précaire, au public vulnérable, et notamment voilà, des mesures qui peuvent renforcer leur vulnérabilité, leur précarité. Voilà, on pense par exemple à la question voilà, en période de quarantaine, la question des violences. Hein, on en parlera peut-être des violences intrafamiliales, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. On pense aussi aux vulnérabilités des personnes atteintes de maladies neuroévolutives, hein, en institution ou pas, qui sont face à une pandémie dans des situations parfois d'incompréhension, par exemple pour appliquer des mesures barrières, et qui posent un certain nombre de problèmes. On pense aussi à la question des EHPAD, évidemment, et de l'isolement, de l'interdiction de visites en EHPAD qui peuvent renforcer assez considérablement la détresse sociale et, in fine, la détresse physique, psychologique des personnes en institution. Donc c'est une autre série de questions éthiques très importantes. La prise en compte donc des vulnérabilités particulières en temps de crise sanitaire. Une autre série de questions éthiques qui se posent sont liées aux questions de liberté et plus précisément de restriction de liberté. Voilà, donc on voit bien que dans un état d'urgence sanitaire tel qu'il a été décrété en France depuis quelques jours, nous assistons évidemment à un certain nombre de restrictions de liberté fondamentale. Voilà, donc cela pose des questions d'éthique, l'état d'exception pose des questions éthiques,
politique évidemment, mais éthique aussi, notamment sur voilà, la normalité de ces mesures post-crise, la mise en normalité de ces mesures en période post-crise. Donc ça, j'y reviendrai. Alors bon, voilà, évidemment, ces axes-là ne sont pas exclusifs. Je reviendrai plus en détail par la suite sur d'autres enjeux de questionnement éthique. Alors sur l'état de l'art, de cette question éthique et pandémie. Donc nous avons donc les différents guides qui ont été publiés par l'OMS. Donc la référence actuellement, c'est le guide 2018 que vous pouvez trouver sur le site de l'OMS, qui sont les lignes directrices pour la gestion des questions éthiques lors des flambées de maladies infectieuses, qui est plus large que les pandémies grippales, mais qui regroupe quand même pas mal les questions qui se posent en temps de pandémie grippale. Voilà, ça c'est le document au niveau de l'OMS de référence. Vous avez ensuite un certain nombre de centres de bioéthique au niveau international qui ont publié des textes intéressants, qui détaillent les axes que j'ai précédemment présentés. Vous avez notamment le Centre de bioéthique de Toronto, voilà, qui travaille sur ces questions-là, et le Hastic Center, évidemment, qui est une référence en bioéthique au niveau international, qui publie notamment récemment, très régulièrement, des textes sur questions éthiques et Covid-19. Vous pouvez vous y référer. Bon, en France, le CCNE a publié en 2009 un avis, l'avis numéro 106, que vous pouvez consulter sur Internet. L'avis numéro 106 qui s'appelle « Questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale hein, », puisque voilà, nous étions à l'époque sur une question de possibilité et non pas d'effectivité comme aujourd'hui. Et puis ce texte a été réactualisé dans le cadre de la pandémie Covid-19, donc en mars 2020, hein, donc ce mois-ci, très récemment, le mois dernier, avec un certain nombre de recommandations faites par le CCNE. Ce texte s'appelle « Enjeux éthiques face à une pandémie ». Alors les points d'attention de cette recommandation hein, du CCNE de mars 2020 reprennent globalement hein, les points de vigilance de l'OMS que j'ai cités précédemment. Voilà, mais rajoute un certain nombre de particularités, notamment sur la question des responsabilités. Le CCNE insiste beaucoup sur la question d'une responsabilité partagée en temps de crise entre les citoyens dans leur comportement quotidien et leur solidarité concrète, entre les décideurs politiques, la recherche et l'industrie, notamment pharmaceutique, mais pas que. On voit bien que l'industrie aujourd'hui est mobilisée par exemple pour réorienter ses productions, par exemple pour les masques. Donc il y a vraiment l'idée de faire vivre en temps de crise, selon le CCNE, une responsabilité partagée de tous les acteurs et concertée. Et le CCNE en fait un enjeu éthique. Alors, cette contribution du CCNE rappelle aussi l'importance, comme l'a fait l'OMS, d'une prise en compte particulière des populations précaires. Voilà, donc ça, ils insistent beaucoup là-dessus, et ils insistent aussi sur la nécessité éthique hein, d'une communication transparente et responsable en temps de crise, qui s'appuie pas simplement sur la science, une partie de la science, comme l'est le conseil scientifique, mais qui s'appuie aussi sur l'ensemble du corps social, l'ensemble des professions, les praticiens et les professions intermédiaires. Voilà, parce que il est important aussi d'avoir un retour du terrain, des cliniciens, à tous les niveaux pour pouvoir prendre des décisions pertinentes et fiables. Voilà, donc l'état de l'art, je le complète aussi en évoquant les travaux que nous avons menés au sein de l'espace éthique depuis 2006, hein, donc depuis maintenant de nombreuses années, avec la publication d'une revue hein, en 2006 qui est parue, qui s'appelle Pandémique, dont le sous-titre est Pandémie, éthique et société. Donc la publication
a permis de sortir 3 numéros à l'époque. C'est 68 contributions sur des centaines de pages sur les questions éthiques et société. Ces 3 numéros de Pandémie qui sont en ligne sur le site de l'espace éthique, en libre accès, et détaillent un petit peu l'ensemble des questions éthiques qui peuvent se poser à l'occasion d'une pandémie grippale notamment. Voilà. Dans le même ordre d'idées, je signale aussi dans l'état de l'art en français sur la question éthique et pandémie, le livre coordonné par Emmanuel Hirsch et qui a été publié en 2009 et qui s'appelle Pandémie grippale, l'ordre de mobilisation, et qui réunit aussi un certain nombre de contributions de référence sur les enjeux éthiques et sociétaux posés par les pandémies. Voilà, donc ça c'est pour un peu l'état de l'art et puis bien sûr en éthique, vraiment à grands traits. Évidemment, pour plus de détails, j'ai un document que j'ai déjà transmis à Bruno qu'on pourra mettre je ne sais pas où pour qu'il puisse être accessible à tout le monde. Alors, au niveau de ce que nous avons mis en place, à la fois au niveau de l'espace éthique Île-de-France, qui est un partenaire privilégié de l'équipe de recherche, et au niveau de l'équipe de recherche. Donc, je vous fais maintenant un point sur les actions mises en place et puis sur les axes de recherche en cours de développement. Alors, sur les actions mises en place, particulièrement par l'espace éthique Île-de-France, dont un certain nombre des chercheurs de notre équipe font partie. Alors, ça a pris la forme de la création en mars 2020 d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Covid-19 éthique et société, qui est aujourd'hui opérationnel, qui est un réseau national d'acteurs du soin à tous les niveaux, d'associations et de chercheurs, et qui s'organise de façon pluridisciplinaire autour de plusieurs groupes de travail. Alors, je vous cite ces groupes de travail. Le premier, c'est autour des enjeux éthiques décisionnels en réanimation. Donc, vous pouvez bien comprendre que là se posent des questions que j'ai évoquées déjà de priorisation, de tri notamment. La question, un autre groupe de travail sur la situation de handicap et les précarités. Qu'en est-il des personnes en situation de handicap ou dans une grande précarité en ces moments de pandémie? Voilà, on a notamment travaillé sur les sans-abri sur ce groupe de travail-là. La question des EHPAD. C'est un troisième groupe de travail qui a été lancé, la situation en EHPAD, notamment les restrictions relationnelles qui posent beaucoup de problèmes, qui peuvent se comprendre évidemment d'un point de vue de gestes barrières ou de lutte contre la propagation de la maladie, mais qui posent énormément de questions éthiques et sociales. J'aurai peut-être le temps de détailler. Un autre groupe de travail sur les pratiques médicales et soignantes à la campagne, un autre sur les souffrances professionnelles en ces temps de pandémie, où les soignants sont vraiment très très sollicités en première ligne, et un autre sur les questions de fin de vie et soins palliatifs et pratiques funéraires. Voilà. Vous savez que là il y a un gros sujet puisque on peut sur la question du deuil qui est rendu difficile en ces temps de pandémie. Et donc là, il y a un groupe de travail sur cette question-là. Voilà. La méthodologie pour avancer autour de ces 6 thèmes-là, c'est la concertation entre acteurs par des réunions téléphoniques, puisque les réunions physiques ne sont pas possibles. Des synthèses qui sont réalisées et qui sont en ligne sur le site de l'espace éthique que vous pouvez trouver de ces réunions-là, qui en gros synthétisent un peu les enjeux qui se posent, enjeux éthiques et sociaux qui se posent autour de ces thèmes-là, et des questionnaires en ligne qui ont été lancés, notamment des questionnaires sur la situation en EHPAD, dont il y a déjà eu une analyse que vous pouvez trouver en ligne, mais dont je suis incapable aujourd'hui de vous faire part du résultat parce que c'est pas moi qui ai piloté ça, et des questionnaires sur la question
des personnes en situation de handicap, dont on attend encore les données. Parallèlement, l'Observatoire a aussi mis en place, donc, en plus de ces groupes de concertation, en plus de ces questionnaires, un dispositif de veille documentaire qui permet, sur le site de l'espace éthique toujours, d'avoir un peu une idée de la façon dont on traite actuellement les questions éthiques liées à la pandémie. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Alors, ça constitue le premier axe d'une recherche qui est composée de 4 axes que nous développons, que nous commençons à développer actuellement, autour d'un projet qui a été déposé, comme beaucoup d'entre vous, dans le cadre de l'appel ANR Flash, mais qui est indépendant de cet donc qui ne dépend pas de cet appel à projet, voilà, que l'on fera de toute façon. Donc le premier axe, c'est un axe qui est lié aux travaux de l'Observatoire, hein. Donc c'est un axe qui s'appelle suivi, retour et analyse d'expériences de terrain. Donc là, l'idée, hein, c'est vraiment de se baser sur les pratiques pour faire remonter un petit peu des pratiques de ce que vivent les personnes concernées, les associations, les soignants dans le cadre de cette pandémie, et pour formuler les questionnements éthiques qui se posent à partir de la pratique. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu pour nous important, parce que nous pensons que l'éthique se fabrique, hein, c'est un petit peu notre posture, et que l'éthique ne s'hérite pas, ne s'applique pas à partir de grands principes ou de codes. Voilà, bien sûr, ces principes et ces codes sont importants, mais l'éthique, c'est-à-dire le questionnement moral sur la façon dont on agit, hein, donc le questionnement sur les motifs moraux de nos actions, la question des valeurs, la question des finalités, la question des conséquences de nos actions. Nous pensons que ce questionnement-là se construit dans l'action, dans la pratique. Et donc pour ça, il faut faire remonter, évidemment, les motifs moraux de l'action des personnes, concrètement. Donc ça, c'est un premier axe qui va, en quelque sorte, nous nourrir de données, de questionnements, et qui va permettre de produire des synthèses de type plutôt évidemment qualitative sur la façon dont les acteurs, depuis leur pratique, formulent les questionnements éthiques autour des différents thèmes que j'ai cités. Lié à ça, un deuxième axe plus conceptuel, qui est une conséquence du premier, qui est de conceptualiser justement la façon dont, en situation de crise, en situation extrême, la façon dont l'éthique se produit. Voilà, donc là, c'est plus une conceptualisation de ce qu'on appelle l'innovation éthique, comment les acteurs, finalement, font de l'éthique. Et ce que nous aimerions analyser ici, c'est la distance entre cette façon de faire l'éthique par les acteurs et les recommandations, les guidelines éthiques, les grands principes éthiques qui sont édictés par des institutions. Voilà, nous allons étudier un petit peu la distance entre une rationalisation finalement axiologique par l'extérieur et une expérience éthique vécue par les acteurs. Donc un petit peu, voilà, étudier la concordance, la dissonance, la distance entre ces différentes façons de faire de l'éthique. Et si vous voulez, entre l'éthique impliquée et l'éthique confinée dans des comités, par exemple, d'experts. Ici, on prendra pour faire ça 4 situations. La situation d'isolement, voilà, comment les gens vivent l'isolement et arrivent à résoudre des conflits moraux, axiologiques, finalement des situations éthiques en isolement, comment ils s'en sortent là-dessus. Et donc là, bon, évidemment, l'EHPAD, ça sera le terrain privilégié. Sur la question, notre terrain, pour ça sera la fin de vie et le deuil. Voilà, comment on se débrouille, comment on bricole pour faire des choix moraux
en situation de deuil, de décès, par exemple, dans une famille où on ne peut pas célébrer le deuil. Voilà. Comment font les gens et comment ils priorisent des valeurs, voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Voilà. Puis, bon, je ne détaille pas les autres axes, parce que je suis déjà très long. Un troisième axe qu'on a déjà beaucoup développé par le passé, mais qu'on va ici détailler avec la pandémie grippale Covid-19, c'est la question de l'anticipation. Bon, évidemment, c'est un sujet d'actualité très politique, hein, ça part un peu dans tous les sens sur les commentaires sur est-ce qu'on aurait pu anticiper, est-ce qu'on aurait dû anticiper, est-ce qu'on aurait dû anticiper comme ça plutôt que comme ça, est-ce que le gouvernement fait ce qu'il peut, est-ce qu'il a trop tardé, etc. Donc, au-delà un petit peu de cette avalanche de commentaires médiatiques sur cette question, on voudrait nous la réinscrire dans un cadre théorique un peu plus solide, qui est celui qu'on a développé depuis 5 ans, hein, autour de l'éthique de l'anticipation. Voilà, avec l'idée que en situation de crise pandémique, il y a une figure de l'anticipation qui émerge et qui est plus adaptée, c'est l'hypothèse que l'on fait, qui est plus adaptée à la gestion de cette crise qu'une autre. Voilà. Et notamment, nous faisons l'hypothèse ici que l'anticipation prédictive n'est pas la bonne façon de faire pour gérer des crises de ce type-là. Et on voudrait tester l'hypothèse que la meilleure façon d'anticiper une crise pandémique, c'est de mettre en pratique une anticipation adaptative. Alors voilà, on a déjà développé dans plusieurs publications ce que l'on appelle par anticipation adaptative en contraste avec l'idée d'une anticipation prédictive. Mais en gros, on s'inscrit dans les travaux de l'AGADEC sur la gestion des crises et sur l'idée qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de plans. La logique des plans, la logique du command and control, la logique du checkpoint, on fait ça, puis ensuite on fera ça, puis ensuite on fera ça, n'est pas efficiente dans un cas comme une pandémie de type maladie émergente comme on vit, et que l'anticipation adaptative est plus appropriée. Donc on voudrait tester cette hypothèse-là aujourd'hui par des études comparatives entre plusieurs pays sur la façon de gérer la crise en termes de communication de crise, en termes d'organisation des soins hospitaliers et en termes de techniques de préparation, hein, en reprenant l'idée de Frédéric Keck, hein, de son travail sur les techniques de préparation aux pandémies. Voilà. Donc ça, c'est un axe très important qui vise à tester l'hypothèse de l'anticipation adaptative comme réponse à la question de l'imprévisibilité des pandémies grippales. Voilà. Et enfin, un quatrième axe, puis ensuite, je pense que je vais m'arrêter là. Un quatrième axe que l'on a, qui est aussi un petit peu dans la lignée de ce qu'on fait déjà dans d'autres domaines, mais qu'on va ici approfondir, c'est la question de l'éthique de la fiabilité scientifique. Et plus particulièrement, comment construire la fiabilité scientifique en temps de crise. Voilà, donc c'est un travail que l'on mène ici autour de la façon dont se construit la preuve, se construit les critères de fiabilité autour des essais cliniques en temps de crise. Donc on a un postdoc hein, sur la question qui est en train de faire un suivi quotidien de cette question-là, un état de l'art quotidien des publications scientifiques, des commentaires de scientifiques, des réactions de scientifiques, de suivre notamment le comité scientifique qui conseille le gouvernement, le lien entre ce comité et la décision, le lien entre ce comité et la façon dont c'est retranscrit dans les médias. Voilà, et d'essayer de tester des hypothèses scientifiques, des hypothèses épistémologiques que l'on a construites par ailleurs au cas présent, notamment le modèle épistémologique que je développe autour de la fiabilité,
qui a donné lieu à une publication dans un handbook sur l'éthique de la recherche récemment, et que j'ai vaguement et très brièvement résumé dans une tribune récemment dans Le Monde, mais qui était vraiment quelque chose de très rapide. Voilà. Donc traiter cette question de la fiabilité. Qu'est-ce que la fiabilité scientifique de façon générale, et qu'est-ce que la fiabilité scientifique en temps de crise, et qu'est-ce que la fiabilité scientifique en temps de crise autour des solutions thérapeutiques. Donc notamment avec la question des essais cliniques qu'on a traité ce matin, mais qu'on voudrait aborder, pas simplement sous l'angle de la robustesse scientifique, mais plus globalement de la fiabilité scientifique. Voilà, donc ça c'est un 4e axe qui mobilise un postdoc et qui va s'organiser autour de différents sous-axes, mais que je ne vais pas développer ici, et qui va donner lieu à une note de synthèse d'ailleurs, on espère d'ici 15 jours, sur les enjeux épistémologiques de la fiabilité scientifique autour du Covid-19. Voilà, donc on vous fera passer. Voilà, donc c'est très programmatique, comme vous le voyez, on n'a pas vraiment de résultats, ce qui est normal par rapport à la situation. Beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Eh bien, merci. Merci. Moi, je suis particulièrement sensible à ce que tu as dit à la fin, c'est-à-dire quelle doit être la place de la science dans cette situation, parce qu'elle doit être là naturellement, parce que sans science, ça part dans tous les sens. Mais quand elle est trop là et qu'on manque ce qu'il y a à côté, on manque aussi beaucoup de choses. Et l'équilibre à trouver est un vrai challenge, en particulier dans des sociétés où le discours de la science est un discours, disons, à la fois fort et parfois un peu brutal. Alors, il y a... sinon, juste une question en attendant que les questions arrivent sur le chat. Est-ce que tu ne crois pas que les questions éthiques et épistémologiques qui se posent à l'occasion de l'épidémie, en fait, ne sont que l'émergence de questionnements qui existaient déjà et qu'on ne voulait pas tellement voir? Par exemple, la priorisation des patients dans les services hospitaliers, ça fait déjà longtemps qu'on fait ça, mais sans qu'il y ait vraiment un débat, en tout cas, que ça soit dit publiquement. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est en partie la situation actuelle, en partie exacerbe, rend beaucoup plus saillantes des questions éthiques classiques. Moi, c'est ça que je dis, j'ai commencé comme ça, et justement, on voudrait aller sur des questions un peu moins classiques, sur la question de l'anticipation, la question de la fiabilité. Mais évidemment, toutes ces questions classiques qu'on a déjà traitées et donc qui sont énormément renseignées, nous on a plusieurs thèses, par exemple, à l'espace éthique, qui ont été soutenues ces dernières années sur l'éthique du tri dans les urgences. Voilà, bon, il y a énormément de travaux là-dessus, de publications. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, vraiment à une temporalité très réduite, à une échelle énorme, mais tu as complètement raison. Donc notre rôle aussi, c'est de mettre à disposition ces travaux-là pour que ça ne soit pas perdu et que ça soit utilisé de façon intelligente dans le contexte de crise dans lequel nous sommes. Donc oui, tu as complètement raison, je suis d'accord. Voilà. C'est des Alors, questions... il y a quelques bricoles sur le chat si tu veux regarder. Alors, quand il n'y a pas assez de masques pour commencer, c'est quoi? De la non-anticipation prédictive. Alors, c'est une bonne question. La question de des préparations à une crise, donc les techniques de préparation à une crise, par exemple le stockage de masques, ça c'est une technique de préparation. Alors, si on est dans un cadre prédictif, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on a des modèles de probabilité de survenance d'une crise. On se dit, il y a tant de probabilités qu'une crise advienne. Puis on se dit, il y aura dans cette crise, par rapport au modèle épidémiologique existant, aux données des crises précédentes, on se dit, il y aura probablement besoin de tant de masques par rapport à des données scientifiques sur l'évolution de ce type de pandémie de cas. Et donc on stocke tant de masques. Là on fait
une sorte de prédiction, une sorte de prédiction. Et puis, badaboum, arrive le Covid-19, maladie émergente, on ne connaît pas, et puis en fait, qui en quelques mois bouscule complètement ces prédictions et viennent nous montrer que, en fait, on n'a vraiment pas du tout assez de masques et que plus que ça, on n'a même pas les moyens de les produire puisqu'on a délocalisé nos usines. Et donc, on voit que en situation d'imprévisibilité, c'est-à-dire où en fait on ne peut pas prédire avec un calcul de probabilité de façon précise le nombre ou le volume ou bref, on va dire la quantité d'une préparation à la crise, donné que ce soit un test ou un masque, en fait ça marche pas. Donc qu'est-ce que serait, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que serait une anticipation adaptative sur la question des masques, par exemple? Alors, ça peut être aberrant, ça peut être aberrant, mais ça pourrait être, par exemple, de prendre, de faire des stocks de masques qui ne correspondent à aucune prédiction, c'est-à-dire qui sont complètement surévalués. Je ne sais pas, par exemple, en prenant une trajectoire pandémique catastrophique, un scénario catastrophe, et on se dit, ça, si ça arrive, faut qu'on arrive à faire face à ça. Et donc, il faut qu'on ait 1 milliard de masques ou 2 milliards de masques en stock quelque part. Pourquoi c'est adaptatif? C'est parce que ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Mais si ça arrive, on aura les capacités de faire face à l'imprévisible et de s'adapter. C'est pas de la prédiction, parce que la prédiction, ça voudrait dire qu'il y a tant de masques, on a prédit qu'il y aurait besoin de tant de masques. Là, on n'en sait rien. Voilà, donc c'est un cas simple, caricatural, mais il y a cette idée que développe aussi Frédéric Keck dans son travail sur les techniques de préparation, de scénarios aberrants ou de scénarios catastrophes qui nous permettent un peu plus d'adaptation. Voilà, bon, on teste ça, c'est encore des résultats très, même des hypothèses un peu fragiles, mais on essaye de tester ce genre de choses. Oui. On fait la pause. Alors attends, qu'en est-il de l'éthique? De laisser les sujets âgés en EHPAD sans transfert vers des structures hospitalières. Ouais, ça fait partie des questions. C'est la question ici du traitement différencié entre populations. Évidemment, les sujets âgés en EHPAD sont des populations très vulnérables, en temps de crise ou pas, dans des situations de vulnérabilité souvent très fortes. Effectivement, ici, ces vulnérabilités sont renforcées par certaines décisions. Nous, on s'est prononcé, alors pas tant sur cette question-là, mais sur la question des interdictions relationnelles. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est d'interdire la visite d'un proche lorsque l'on sait que ça peut être la dernière fois que le proche voit la personne? Voilà. Qu'est-ce qu'il en est? C'est encore une fois des questions de conflit axiologique entre privilégier la relation, privilégier le travail de deuil ou privilégier la sécurité et la non-contagion. Voilà. Alors on essaye de donner des préconisations pour essayer de concilier ces différentes valeurs, mais c'est pas toujours facile et il y a beaucoup de cas où il faut trancher. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Beaucoup de sagesse sur cette dernière remarque. Il est 11h15. Bon, on a du retard, mais c'est pas grave, c'est pas un souci. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et on reprend à 11h25.